La Chine a construit un hôtel qui a défié toutes les règles de l'ingénierie. Non pas un seul hôtel, mais 18. Des structures qui ont contraint les architectes à réécrire leurs manuels et les ingénieurs à remettre en question les lois de la physique. Des bâtiments impossibles à redresser, des tours percées de trous des châteaux surgissant du littoral et des hôtels enfouis à 88 mètres sous terre. Vous allez voir comment ils ont fait. La première structure consiste à suspendre une grande roue entre deux tours à 120 mètres de hauteur. Studio City, Macao. Vous êtes à Macao, le regard levé vers deux tours de verre. Entre eux, suspendus à 130 mètres au-dessus du sol, tourne une forme dorée en 8. C'est une grande roue et elle n'a rien à faire là. Le défi n'était pas la construction des tours, mais l'installation d'une grande roue d'observation de 17 tonnes entre elles. Si les deux structures étaient déjà dressées, la roue, elle ne repose pas sur le sol. Elle laisse fixer aux bâtiments eux-mêmes suspendus dans les airs les nacelles des passagers, effectuant une rotation dans les deux boucles du Hui. La solution technique a nécessité des structures de pont en acier en porte-à-faux reliées à chaque tour et se rejoignant au centre pour soutenir la roue. Les pointes de connexion devaient supporter les charges dynamiques, le poids se déplaçant au fur et à mesure de la rotation des 28 nacelles. Chaque poutre de support a été conçue pour fléchir légèrement, absorbant les mouvements sans transmettre de contraintes autour. La roue elle-même est devenue partie intégrante de la structure du bâtiment, maintenue en place par des câbles de tension et des amortisseurs hydrauliques. Ils ont construit une grande roue qui ne touche pas le sol et qui tourne. Mais ce n'était qu'un avant-goût de ce qui allait suivre, une vague de verre qui refuse de retomber. MGM Macao. Vous entrez dans le Grand Plaza et vous levez les yeux. Au-dessus de vous, une immense vague de verre ondule sur 25 mètres d'espace ouvert. Ni colonnes, ni supports apparents, seulement des milliers de panneaux de verre formant un plafond fluide qui semble figé en plein effondrement. Le problème était à la fois simple et insoluble. Le verre est lourd. Ce plafond pesait des centaines de tonnes et devait couvrir toute la place publique sans qu'un seul pilier n'interrompe le sol. Une seule erreur de calcul et tout se serait brisé sur les visiteurs. La solution était pourtant évidente. Les ingénieurs ont conçu un système de câbles de tension intégré à la structure courbe. Des câbles d'acier tendus comme des cordes de guitare couraient le long du périmètre et traversaient la structure. Chaque câble répartissait le poids sur les murs extérieurs, évitant ainsi toute concentration de la charge en un seul point. Les panneaux de verre n'étaient pas simplement posés là. Ils étaient maintenus par un réseau de tension calculé, chaque panneau exerçant une traction sur tous les autres. La structure était délibérément courbée, utilisant la géométrie pour rediriger la force vers l'extérieur plutôt que vers le bas. Vous vous tenez sous des centaines de tonnes de verre, et seule la physique le maintient en place. Mais le bâtiment suivant ne s'est pas contenté de défier la gravité avec du verre. Il a empilé des conteneurs d'une manière qui a amené les architectes à remettre en question la géométrie elle-même. MGMCOI. Vous entrez dans le hall et levez les yeux vers quelque chose d'inhabituel. Le bâtiment s'élève par blocs empilés, tels des conteneurs maritimes, empilés les uns sur les autres. Chaque section est décalée par rapport à la précédente. Certains blocs sont en saillie, d'autres en retrait. Le défi d'ingénierie consistait à construire une tour qui refusait de s'empiler verticalement. Chaque bloc décalé créait des sections en porte-à-faux suspendues dans le vide sans rien en dessous. Dans les constructions traditionnelles, le poids est réparti verticalement par les colonnes. Cette conception, au contraire, le répartit latéralement. La solution a nécessité d'imposantes poutres de transfert en acier à chaque point de transition où les blocs se décalent. Ces poutres horizontales, dont certaines s'étendent sur 3 étages, captent le poids du canal et le redirigent vers le bas à travers les colonnes décalées situées en dessous. Le noyau en béton armé ancre le centre, mais ne peut supporter à lui seul les charges excentrées. Des entretoises en acier s'étendent du noyau à chaque bloc en saillie, agissant comme des bras de renfort contre l'effet de levier du canal. Là où les blocs s'empilent vers l'intérieur, les ingénieurs ont ajouté des câbles de tension à travers les dalles de plancher, ramenant les parties en surplomb vers le noyau. Chaque décalage a nécessité des calculs spécifiques.
Aucune transition n'a utilisé la même solution structurelle. Ils ont construit une tour qui semble sur le point de s'effondrer. C'est l'ingénierie qui la maintient en place. Mais le bâtiment suivant a fait un choix encore plus audacieux. Il a décidé de s'épanouir en s'élevant. Grand Lisboa. Vous contemplez un bâtiment qui s'élargit à mesure qu'il s'élève. Sa base mesure 90 mètres de large, son sommet s'étend sur 130 mètres et culmine à 260 mètres de hauteur. Tel un lotus épanoui d'acier et de béton. Chaque étage défie la règle fondamentale de la construction, ne pas construire en largeur lorsqu'on construit en hauteur. Le défi d'ingénierie consistait à lutter contre les lois de la physique à tous les niveaux. Les gratte-ciels traditionnels s'effilent vers l'intérieur pour réduire la prise au vent et stabiliser leur centre de gravité. Cette tour, elle a fait l'inverse. Chaque étage peut être décalé vers l'extérieur par rapport à celui qui le précède. Plus on monte, plus le bâtiment menace de basculer. La solution a été trouvée au niveau du noyau. Un cylindre en béton armé de 9 mètres de diamètre s'élève sur toute la hauteur telle une colonne vertébrale du lotus. De ce noyau, des fermes radiales en acier se déploient à chaque étage, s'allongeant au fur et à mesure que le bâtiment s'élève. Il ne s'agissait pas de simples poutres. C'étaient des charpentes tridimensionnelles, parfois sur 3 étages conçues pour supporter à la fois le poids du plancher en porte-à-faux et les forces de torsion dues au vent qui tendaient à déformer le bâtiment. Chaque ferme transmettait sa charge au noyau central par des câbles de précontrainte. Ces câbles d'acier étaient si tendus qu'ils transformaient la compression en tension. Au sommet, un amortisseur de masse accordé, pesant des centaines de tonnes, oscillait sur des pendules, compensant le balancement du bâtiment par grand vent. Ils avaient construit une fleur qui s'épanouit en grandissant, et c'est l'ingénierie qui l'empêche de s'effondrer. Mais l'hôtel suivant a complètement abandonné les tours verticales et a construit un anneau en équilibre sur la tranche. Hôtel Sunrise Kinski. Vous contemplez un anneau doré de 99 mètres de haut, dressé verticalement sur sa tranche. Un cercle parfait qui émerge des rives du lac Yangui. Sa base est aussi large que son sommet. Aucune conicité, juste une boucle continue, comme si une pièce de monnaie avait été jetée à l'eau et avait décidé de rester en équilibre. Le cauchemar d'ingénierie était évident. Un cercle ne tient pas debout sur sa tranche. La structure menaçait de s'effondrer dans toutes les directions. Le vent, en frappant sa surface incurvée, exerçait une pression d'un côté et une aspiration de l'autre. Sa forme annulaire impliquait l'absence de base stable de fondation pyramidale sur laquelle s'appuyer. Chaque calcul se heurtait à la géométrie. La solution nécessitait 2 noyaux structurels intégrés de part et d'autre de l'anneau, tels des piliers dissimulés à l'intérieur du cercle. Ces points d'ancrage n'étaient pas centrés. Ils étaient positionnés à l'endroit où l'anneau touchait le sol, et à l'endroit où il formait une courbe au-dessus de la tête, créant ainsi 2 points d'ancrage distants de 180 degrés. Une structure en acier reliait ces noyaux épousant la courbe du cercle et formant un tube rigide. Mais un tube seul se déformerait. Les ingénieurs ont donc ajouté des renforts internes des diagonales en acier entrecroisées à l'intérieur comme les rayons d'une roue de vélo, répartissant la force sur toute la boucle. Les fondations s'enfonçaient à 30 mètres de profondeur dans le sol jusqu'au substratum rocheux, avec des pieux enfoncés en biais pour résister aux mouvements latéraux. L'anneau ne reposait pas simplement sur le sol, il était solidement ancré dans la terre. Ils ont construit l'infini et l'ont fait tenir debout. Mais la structure suivante a repris cette courbe impossible et l'a ouverte au-dessus de l'eau. Hilton Hujunanun. Vous contemplez une sphère qui émerge du lac Taihu. Pas un dôme, une sphère parfaite comme si l'on avait pris une balle parfaite, qu'on en avait coupé la base et qu'on l'avait posée sur l'eau avec un diamètre de 92 mètres. La courbure est continue s'enroulant sur elle-même sans angle, sans arête, sans surface pleine, une géométrie pure flottant au-dessus du lac. Le problème d'ingénierie consistait à concevoir une forme qui n'offre aucun avantage structurel. Les sphères sont résistantes à la pression interne. Les sous-marins, les réservoirs sous pression, fonctionnent grâce à une force qui s'exerce vers l'extérieur. Mais une sphère de bâtiment est soumise à la gravité qui attire tout vers le bas et au vent qui pousse horizontalement. La surface courbe ne permettait ni sol plat, ni murs verticaux, ni angle droit,
contrairement aux constructions conventionnelles. Chaque pièce intérieure nécessitait un agencement sur mesure. Chaque dalle de plancher devait être courbe. Chaque élément structurel suivait un rayon de courbure différent. La construction a débuté par une structure spatiale en acier, un treillis tridimensionnel d'éléments triangulés, formant le squelette de la sphère. Il ne s'agissait pas de poutres standards. Chaque pièce a été fabriquée sur mesure avec des angles précis, s'assemblant à des nœuds calculés par modélisation informatique. La structure a créé une coque rigide, répartissant les charges sur toute la surface, plutôt que vers le bas par des colonnes. Des dalles de plancher en béton ont été coulées à l'intérieur de cette structure. Chacune était courbe pour épouser la géométrie de la sphère. Le revêtement extérieur était constitué de panneaux d'aluminium façonnés selon le rayon de courbure et montés sur une structure secondaire suivant la structure principale. À la base, là où la sphère rencontrait l'eau, une fondation annulaire répartissait le poids sur le fond du lac. Des pieux s'enfonçaient profondément dans la roche disposée tout autour du périmètre pour résister aux charges verticales et aux forces latérales du vent qui tentaient de faire rouler la sphère. Ils ont construit une boule et en ont fait un bâtiment. Mais l'hôtel suivant ne s'est pas arrêté à une forme impossible. Il a creusé des trous à travers une tour de 40 étages, le paradis intercontinental de Shanghai. Vous vous tenez au bord d'une carrière abandonnée, regardant à 88 mètres de profondeur. Au fond creusé dans la paroi rocheuse se trouve un hôtel, 16 étages sous le niveau du sol. 2 d'entre eux étaient sous l'eau. Ils n'ont pas construit en hauteur, mais en profondeur. Le défi technique consistait à construire sous la nappe phréatique dans une fosse qui s'était remplie d'eau souterraine pendant des décennies. Toutes les méthodes conventionnelles supposent un travail en surface où l'eau s'écoule et le sol se compacte. Ici, l'eau exerçait une pression constante. Plus on creusait profondément, plus la pression sur les murs augmentait. Une simple fissure dans la structure et l'hôtel entier serait inondé. La construction a commencé par les murs. Les ingénieurs ont coulé des murs de soutènement en béton armé directement contre la paroi rocheuse de la carrière d'une épaisseur de 90 cm, ancrée par des boulons d'acier enfoncés à 9 mètres de profondeur dans le substratum rocheux. Ces murs devaient contenir des millions de litres d'eau qui tentaient de s'infiltrer à travers la pierre fracturée. Un système de membrane étanche enveloppait l'extérieur composé de plusieurs couches de tissu caoutchouté et d'argile bentonitique qui gonflaient au contact de l'eau, assurant ainsi l'étanchéité. La dalle de fondation d'une épaisseur de 3 mètres était une plateforme en béton massif conçue pour résister à la pression de l'eau souterraine qui risquait de soulever le bâtiment comme un bouchon de liège. Pour les chambres sous-marines, ils ont utilisé des panneaux de verre feuilletés, composés de plusieurs couches fusionnées conçues pour résister à la pression à cette profondeur. Chaque panneau a été testé à 3 fois sa charge de service avant son installation. Ils ont construit un hôtel où les piscines offrent une vue plongeante sur les poissons et où les murs retiennent un lac. Mais si la construction vers le bas semblait impossible, l'hôtel suivant a rendu la chose simple en défiant le vent grâce au verre, le Vienne-Mako. Vous vous tenez devant une tour de verre incurvée qui se courbe comme une voile sous le vent. La façade n'est pas plate. C'est une vague continue de panneaux de verre, chacun incliné différemment, épousant la forme en croissant du bâtiment. 51 étages, 183 mètres de haut et chaque surface est en verre, réfléchissant, captant la lumière du port. Le défi technique résidait dans la courbe elle-même. Le verre plat est facile à réaliser. Vous le fixez sur une grille et vous passez à autre chose. Les façades en verre courbé exigent que chaque panneau soit découpé sur mesure, que chaque angle soit calculé et que chaque point de fixation soit conçu pour supporter des charges différentes. La forme en croissant impliquait que la face exposée au vent subissait une pression directe, tandis que la face abritée était soumise à une aspiration. Le verre devait résister à ces deux forces sans se déformer au point de se fissurer. La solution de construction reposait initialement sur une sous-structure en acier placée derrière le verre. Il ne s'agissait pas d'un simple système de murs rideaux. Les ingénieurs ont conçu une structure tridimensionnelle épousant la courbe avec des supports de fixation positionnés avec précision pour chaque panneau de verre. Chaque support permettait la dilatation thermique.
Le verre se dilate et se contracte en fonction des variations de température, et s'il est rigide, il se brise. Les panneaux eux-mêmes étaient laminés composés de plusieurs couches collées entre elles, de sorte que si une couche se fissurait, les autres restaient solidaires. Un joint en silicone structurel scellait les bords suffisamment flexibles pour absorber les mouvements, mais assez résistants pour maintenir les panneaux en compression. Toute la façade était suspendue aux dalles de béton des planchers supérieurs, chaque étage supportant le poids du verre situé en dessous et répartissant la charge à travers le noyau du bâtiment. Ils ont enveloppé un croissant de verre et l'ont rendu suffisamment robuste pour résister au typhon. Mais la structure suivante ne s'est pas contentée d'une seule courbe. Il en a construit deux qui se font face. Sheraton Huzhou Hot Resort. Vous contemplez deux fers à cheval jumeaux de centre. 2 mètres de haut se faisant face de part et d'autre de l'eau. Des miroirs parfaits. La tour nord est incurvée dans un sens. La courbe sud est opposée. L'écart entre les deux est de 61 mètres, 200 pieds, et elle devient être construite à l'identique. Le défi d'ingénierie résidait dans la précision à cette échelle. Une erreur de 2,5 cm 1 pouce au 10e étage se traduit par un écart de 3 mètres 10 pieds au 30e étage. Les courbes devaient correspondre parfaitement. Les angles devaient être parfaitement alignés. Les deux tours devaient s'élever simultanément à partir d'une fondation commune ancrée dans le lit du lac. La modélisation informatique paramétrique a permis de calculer chaque coordonnée de courbe avant le début de la construction. Les deux tours utilisaient des structures métalliques préfabriquées identiques mesurées et étiquetées au laser. Sur le site des grues, on levait les sections, guidées par un système de positionnement GPS précis au millimètre près. La plateforme de fondation, une dalle massive en béton armé reposant sur des pieux ancrés dans le substratum rocheux, a permis de maintenir les deux tours ancrées au même point de référence. Des géomètres vérifiaient quotidiennement l'alignement par rapport au modèle numérique. Des câbles de tension en acier post-tendu traversaient les deux structures afin de fixer les courbes et d'obtenir la géométrie finale. Les écarts étaient corrigés immédiatement, cales ajustement des connexions, rétention des câbles. 2 miroirs en acier et en béton à la réflexion parfaite furent construits. Mais l'hôtel suivant repoussait les limites de la prise de risque structurelle en perçant des ouvertures de part en part dans un gratte-ciel, l'hôtel Morpheus de Macao. Imaginez un bâtiment traversé de part en part par 3 vides rectangulaires. Pas de fenêtres, juste des trous du vide là où devraient se dresser 40 étages. La tour culmine à 161 mètres. On peut apercevoir le ciel à travers le centre à 3 niveaux différents. Le défi d'ingénierie, supprimer les éléments qui assurent normalement la stabilité des bâtiments. Les gratte-ciels traditionnels empilent verticalement colonnes et dalles de plancher. Lorsqu'on crée des vides dans ce système, les charges ne peuvent plus se répartir. La solution fut le premier exosquelette de gratte-ciel à forme libre au monde. Toute la structure porteuse a été déplacée à l'extérieur. Une ossature en acier enveloppe le périmètre, en suivant des courbes organiques autour des vides. Une analyse numérique a cartographié les flux de contraintes, identifiant les points de jonction nécessaires pour l'acier. 12 nœuds massifs sur mesure point de convergence des éléments en acier pesaient chacun jusqu'à 70 tonnes. Forgés d'une seule pièce, ils ont été mis en place par levage, puis soudés aux poutres de liaison. L'exosquelette achemine toutes les charges vers les fondations contournant les vides. À l'intérieur, les dalles de plancher peuvent être fixées à l'ossature périphérique sans aucune colonne en dessous. Ils ont créé des ouvertures dans un gratte-ciel et ont fait en sorte que l'extérieur soutienne l'intérieur. Mais le danger du bâtiment suivant ne résidait pas dans ce qu'il supprimait, mais dans ce qu'il suspendait au-dessus de vos têtes. Galaxy Macao. Vous entrez dans le hall d'entrée. Un lustre de 50 tonnes surplombe un espace ouvert de 20 têtes, un 500 pieds carrés. Il est soutenu par des fermes en acier dissimulées au plafond. Des câbles regroupés descendent jusqu'à une structure interne qui assure l'équilibre du cristal. À l'extérieur, 3 tours dorées s'élèvent d'un podium commun, chacune d'une hauteur différente. Leurs façades sont revêtues de verre incurvé au ton doré. Le défi structurel consistait à supporter 3 tours distinctes au-dessus d'immenses espaces sans colonnes
hall d'entrée, casino, salle de congrès, autant d'espaces nécessitant des portées libres. Les ingénieurs ont conçu des poutres de transfert au niveau du toit du podium, atteignant parfois 3 étages de profondeur afin de rediriger horizontalement les charges des tours avant de les transmettre par les colonnes périphériques. Le noyau en béton armé de chaque tour assure sa stabilité latérale. Des poutres de liaison aux étages techniques relient les noyaux aux colonnes périphériques, rigidifiant ainsi la structure face au vent violent des typhons. Les façades en verre incurvées sont fixées à des sous-structures en acier, des supports permettant la dilatation thermique. Les fondations, une dalle massive en béton armé, répartissent le poids des 3 tours dans le sol. 3 tours différentes les unes des autres ont été construites sur une même base et toutes tiennent debout. Mais l'hôtel suivant a multiplié ce défi. 8 tours en forme de pétales s'épanouissant à partir de tiges fines, le complexe hôtelier Sonia Beauty Crown. Vous avez sous les yeux 8 tours en forme de pétales de fleurs hautes de 23 étages, chacune disposée en couronne. Elles s'épanouissant à partir de tiges étroites, chaque tour mesurant à peine le quart de sa largeur à la base. 8 bâtiments dont la largeur augmente avec la hauteur. Le défi d'ingénierie consistait à construire des pyramides inversées. Chaque étage pouvait être décalé vers l'extérieur par rapport à l'étage inférieur, créant ainsi des courbes en forme de pédales évasées au sommet. Le poids était suspendu au-delà du support inférieur. Les 8 tours devaient tenir en équilibre simultanément sur leur base. Chaque tour était constitué d'une structure centrale en béton armé. À chaque étage, des charpentes métalliques s'étendaient depuis ces noyaux s'allongeant au fur et à mesure que le bâtiment s'élevait. Un système de contreventement diagonal transférait le poids canalisé vers le noyau. Des câbles de post-tension traversaient les dalles de plancher tendues pour contrer la flexion. Les tiges étroites en béton armé massif supportaient les charges excentrées des tours évasées supérieures. Un podium commun reliait les 8 tours par des fondations continues, chaque tige reposant sur de profonds pieux ancrés dans le substratum rocheux. Ils créèrent des fleurs en béton, faisant des tiges des supports pour les pétales. Mais la structure suivante ne comportait pas d'étage en porte-à-faux. Elle suspendait des bâtiments entiers entre les montagnes, le Banyan Tree, le jardin de Nankan et le complexe de l'Expo. Imaginez des villas suspendues entre les flancs des collines, non pas construites à flanc de colline, mais perchées au-dessus des vallées, le vide s'élevant à perte de vue. Des structures d'acier et de verre enjambent des vides de plusieurs centaines de mètres, planant au-dessus du sol comme les vestiges d'une ville flottante. Le défi d'ingénierie consistait à concevoir des espaces habitables sous ces structures porteuses. Les ponts sont faits pour être traversés, non pour y vivre. Ces ouvrages devaient supporter les pièces, le mobilier, les personnes, les charges permanentes et les charges d'exploitation, tout en s'étendant entre 2 points d'ancrage sans support intermédiaire. La solution, une charpente métallique profondément ancrée dans les 2 flancs de colline. Des forages de fondation ont traversé les parois rocheuses, créant des puits remplis de béton qui fixent les extrémités du pont dans la roche. À partir de ces ancrages, des poutres caissons en acier s'étendent sur toute la portée des poutres rectangulaires creuses, étant soudées entre elles pour former la structure principale. Les villas ne reposaient pas sur cette structure, elles y étaient intégrées. Les planchers étaient intégrés au tablier du pont. Les murs étaient fixés à des supports verticaux s'élevant des poutres. La structure métallique supportait toutes les charges de portée. Des câbles de tension traversaient la charpente post-tendue pour réduire la flèche et éviter l'affaissement. Chaque villa devenait partie intégrante de la structure du pont, le bâtiment et la travée fonctionnant comme un seul et même ensemble. Ils construisent des ponts où l'on peut dormir, ancrés à la montagne à chaque extrémité. Mais l'hôtel suivant a créé quelque chose d'encore plus étrange, un disque qui semble flotter au-dessus du sol. Hôtel Vaisseau Spatial de Chimlong, Juhai. Vous contemplez un disque de 318 mètres de diamètre suspendu au-dessus du sol. Un ovni en béton et en acier s'élevant d'une base centrale étroite, ses bords semblant flotter dans le vide. Le défi d'ingénierie consistait à soutenir un bâtiment circulaire à partir d'un seul point. Le disque avait tendance à s'affaisser sur les bords. Les bâtiments traditionnels s'empilent verticalement.
Celui-ci s'étend horizontalement sur 305 mètres. Un noyau massif en béton armé ancre le centre. Des fermes radiales en acier d'une hauteur d'environ 3 étages s'étendent comme des rayons jusqu'au périmètre. Un anneau d'acier continu relie toutes les poutres radiales au bord extérieur. Des colonnes dissimulées cachées par le revêtement du mur rideau soutiennent l'anneau à intervalles réguliers. Les dalles de plancher étaient suspendues à la structure radiale. De profonds pieux de fondation ancrés dans le substratum rocheux servaient de fondation au noyau central. Ils avaient construit un disque autour d'un point central et dissimulé les éléments qui le maintenaient en place. Mais l'hôtel suivant, lui, n'avait pas caché son ingénierie. Il avait intégré un élément emblématique à la structure, le Parisian Mako. Vous contemplez la tour Eiffel qui se dresse à l'entrée de l'hôtel. Haute de 150 mètres à mi-échelle de la structure originale parisienne en fer forgé, elle est ancrée aux fondations du bâtiment et constitue la pièce maîtresse de l'ensemble du complexe. Le défi d'ingénierie consistait à intégrer une tour aussi massive à la structure de l'hôtel. Une charpente métallique de 70 tonnes devait supporter son poids à travers la base du bâtiment. Les niveaux du casino, les halls, les espaces occupés jusqu'au socle rocheux. La tour n'était pas un élément décoratif. Son poids structurel pesait lourdement sur tout ce qui se trouvait en dessous. Une plateforme de fondation en béton armé répartissait la charge de la tour sur le site. La charpente métallique reproduisait les diagonales de la tour Eiffel, formant les plateformes horizontales coniques. Emblématiques, des niveaux d'observation le tout boulonnés. La base était directement intégrée au niveau du casino. Des colonnes porteuses isolées situées sous la tour transmettaient le poids directement à travers le bâtiment, indépendamment des colonnes soutenant les étages de l'hôtel. Les fondations profondes étaient ancrées dans la roche-mère pour supporter les charges concentrées. La moitié de la tour Eiffel a été construite sur les fondations d'un hôtel et le sol en dessous était suffisamment solide pour supporter le poids de Paris. Mais l'hôtel suivant ne s'est pas contenté de copier un monument. Il a recréé une ville italienne entière sous un même toit, le Venetian Mako. Imaginez-vous à l'intérieur de 975 0m². Le 7e plus grand bâtiment du monde abrite un casino, un centre commercial, un centre de congrès, des tours d'hôtel et des canaux intérieurs avec des gondoles sous un ciel peint. Venise en boîte. Le défi d'ingénierie consistait à couvrir d'immenses espaces sans colonnes. Les casinos nécessitaient des plateaux dégagés. Les galeries marchandes des perspectives ouvertes. Les canaux remplis d'eau devaient reposer sur des étages supérieurs non conçus pour supporter un tel poids. Des dalles en béton post-contraint, grâce à des câbles tendus à travers le béton, permettaient à des dalles plus minces de couvrir de plus grandes distances sans colonnes. Des fermes en acier soutenaient les salles de jeu certaines s'étendant sur plus de 60 mètres. Au niveau des canaux, des planchers renforcés supportaient des centaines de milliers de litres d'eau. Des membranes d'étanchéité scellaient les surfaces décoratives. Les fonds des canaux en béton structurel étaient dimensionnés pour supporter la charge de l'eau et le trafic des gondoles. Les tours de l'hôtel s'élevaient du socle. Leur charge était redirigée par des structures de transfert autour des espaces ouverts situés en dessous. Ils ont recréé Venise à l'intérieur. Canaux, tours placent tout sous un même toit. Mais l'hôtel suivant n'a pas recréé l'histoire. Il l'a brisé en 1000 morceaux. L'hôtel éclat de Pékin. Vous avez sous les yeux 20 pièces de verre recouvrant la façade. Non pas des fenêtres, mais des sculptures de verre individuelles, chacune différente par sa taille, son angle et sa forme. Une explosion cubiste figée en plein souffle. Le défi technique a consisté à assembler ces 20 pièces uniques. Chaque élément était unique, chaque angle était personnalisé, chaque support calculé individuellement et toute la surface devait résister aux charges du vent s'exerçant sur les parties vitrées saillantes. Une sous-structure en acier soutenait la façade, une grille tridimensionnelle fixée sur du béton. Chaque panneau de verre était équipé d'un support sur mesure conçu en fonction de son angle et de son poids. La modélisation informatique a permis de calculer les charges pour chaque élément, pression du vent-poise du verre et dilatation thermique. Des supports permettaient un mouvement grâce à des fixations flexibles. Le verre se dilate et se contracte en fonction de la température.
Fixés de manière rigide, ils se brisent. Test structurel. Les charges de vent ont été vérifiées sur la surface à facettes. Les angles irréguliers créaient des turbulences contrairement aux façades planes. Ils ont recouvert un bâtiment de 20 sculptures, chacune conçue individuellement. Mais le dernier hôtel n'a pas fragmenté la réalité, il en a construit une entièrement différente. Le Castle Hotel Dalian. Vous vous tenez sur la côte chinoise face à un château bavarois qui n'en est pas une simple illustration. Un véritable château gothique. Tours-tourelles, murs de pierre flèches, le tout construit comme s'il provenait de l'Allemagne médiévale, sauf qu'il est ici et qu'il est conçu pour résister aux tremblements de terre et aux typhons. Le défi consistait à reproduire l'architecture médiévale dans une zone sismique moderne. Les châteaux gothiques utilisaient d'imposants murs de pierre comme structure porteuse, mais la pierre ne se déforme pas, elle se fissure. Le littoral chinois exige des constructions capables de résister aux séismes et aux typhons. Une structure en acier se dissimulait derrière une pierre d'époque. Des poteaux, des poutres et des contreventements en acier assuraient tout le soutien structurel. Le revêtement extérieur en pierre non porteur était fixé par des ancrages permettant une certaine liberté de mouvement. Lors des tremblements de terre, l'acier se pliait. La pierre bougeait avec lui sans subir de contraintes. Les flèches et les tours, traditionnellement en pierre massive, sont devenues des structures composites à âme d'acier et parements de pierre. Des pieux de fondation ont été enfoncés profondément dans le substratum rocheux sous les sols côtiers ancrés pour résister aux charges verticales et aux forces latérales. Ils ont bâti un château médiéval à la charpente moderne, pierre à l'extérieur, acier à l'intérieur. Vous venez de voir Dixwit Hotel qui ont repoussé toutes les limites. Ils ont construit des structures en porte-à-faux, percé des ouvertures dans les tours, intégré des carrières, surplombé l'eau et même fait tenir des sphères en équilibre. La Chine n'a pas seulement repoussé les limites de l'ingénierie, elle les a pulvérisées.